quand on entend ce qu'il y a dans ce plan, on comprend bien que ce n'est pas en effet un document équitable. C'est une sorte de capitulation que l'on réclame à l'Ukraine. La Russie obtient à peu près tout ce qu'elle veut. Et en revanche, du côté ukrainien, c'est extrêmement flou. J'ai l'impression que la dame qui a parlé là ne comprend pas la différence entre négocier la paix et négocier la capitulation. Ça n'a rien à voir. Donc quand cette dame arrive et dit oui, l'accord va se faire à la défaveur de l'Ukraine, mais bien sûr, l'Ukraine a perdu la guerre. L'Ukraine est en train de négocier une capitulation. Elle n'est pas en train de négocier la paix. Donc de facto, c'est normal que la Russie demande plus. Déjà que l'Ukraine démarre cette guerre se sachant désavantagée. Mais comme les dirigeants ukrainiens pensaient avoir la protection américaine pour toujours, ils se sont dit tiens, allons à la guerre, finissons tous nos fils et filles du territoire pour une guerre que nous-mêmes on ne comprend pas. Ce qu'ils demandent notamment à l'Ukraine, autour notamment de la reconnaissance de juré de la Crimée comme étant russe, c'est la fin du droit international. C'est le triomphe de la jungle, c'est la loi du plus fort. Donc ça promet des moments sombres parce qu'en vrai, dans ce projet, encore une fois, inacceptable pour l'Ukraine, il n'y a rien sur les garanties de sécurité. En gros, les États-Unis ne feraient rien sauf d'engranger des bénéfices d'un point de vue énergétique où ça les minerait. J'aimerais lui faire comprendre ou lui faire un rappel mémoire en expliquant que depuis que le monde est dirigé par l'Occident, la seule chose qui compte, c'est la force. La seule chose qui compte, je répète, c'est la force. Rien d'autre n'a d'importance. Rien d'autre n'a de valeur. Rien d'autre ne compte. Le droit international que vous brandissez là, c'est une arme utilisée par les mêmes pays occidentaux quand ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser la force. Tout ce que l'Occident obtient, c'est par la force, la subversion, les menaces, les attaques. Le droit international ne compte pas quand eux, ils veulent prendre des choses. Peut-être pour la première fois, on verra les Américains aux côtés des Russes contre les Européens. Scénario tellement improbable que ce serait trop intéressant à observer. Parce qu'on va écouter le vice-président le apprendre ou à laisser des Américains tordre le bras des Ukrainiens. En deux sons. D'abord, il va falloir que Moscou et Kiev s'entendent et décident d'un partage de territoire. Écoutons. Les Ukrainiens et les Russes vont devoir céder une partie du territoire qu'ils possèdent actuellement. Il va falloir procéder à des échanges de territoire. Je ne dirai pas quelles sont les lignes exactes, mais nous voulons que les massacres cessent. Et la seule façon de faire cesser les massacres est que les armées déposent leurs armes, gèrent la situation et se consacrent à la construction d'une meilleure Russie et d'une meilleure Ukraine. Et vous, les Américains, venez leur dire ce qu'ils doivent faire en tant que qui? En tant que personne qui a financé cette guerre? En tant que personne qui soutient militairement la guerre, financièrement la guerre? En tant que quoi exactement vous osez venir dire ce que doivent faire la Russie? En plus, une question que vous savez qu'ils ne peuvent pas flancher. La cession des terres nommées. Ils sont en train de prendre qui pour des débiles au juste. On n'appelle pas ça de la diplomatie, mais de la propagande. Parce que le monsieur se présente là comme quelqu'un qui veut régler un quelque conflit que ce soit. Conflit qu'ils ont organisé, créé et alimenté au passage. Qu'ils continuent d'alimenter d'ailleurs. Et ils sont là, ils arrivent et disent ce que la Russie doit faire. Est-ce que la Russie a besoin de vos conseils pour se construire? Si ça ne dépendait que de vous, la Russie n'existerait pas. La Russie, ce serait peut-être une petite île quelque part comme ça sur terre. Les gars, si, ils se prennent même pour qui au juste? Oh, l'Ukraine et la Russie doivent faire des cessions sur des terres. En tant que quoi? Vous démarrez une guerre de proxy quand vous êtes en train de négocier la reddition, littéralement. Ils ne sont pas en train de négocier la paix, ils sont en train de négocier la reddition de l'Ukraine. Ils osent faire des exigences auprès de la Russie. En tant que quoi? En tant que qui? Alors voilà. Et l'Inde, c'est encore plus loin. Donc c'est pour ça que ce Nord a mis un tout petit peu de temps à nous arriver. Voilà la situation. Maintenant, les menaces. Toujours, J.D. Vance. Nous avons fait une proposition très explicite aux Russes et aux Ukrainiens et il est temps pour eux de dire oui ou pour les États-Unis de se retirer de ce processus. Nous nous sommes engagés dans un travail diplomatique extraordinaire sur le terrain. Nous avons vraiment essayé de comprendre les choses du point de vue des Ukrainiens et des Russes, ce à quoi les Ukrainiens tiennent le plus, ce à quoi les Russes tiennent le plus, et je pense que nous avons élaboré une proposition très équitable. Nous verrons si les Européens, les Russes et les Ukrainiens parviennent à en finir. On revient encore à ce que je disais tout à l'heure. Bon, eux, ils finissent de faire leur jeu là, leur jeu diplomatique, leur blague là et tout. La Russie dit non, l'Ukraine dit non. Ils menacent de se retirer. Donc les Américains ne feront plus partie de tout ça là. Et ensuite,
Ils ne voyaient pas que ça va toujours se finir exactement de la même manière. Et les Européens, toujours là, à tue-tête, complètement engouffrés dans une guerre qu'ils n'ont pas démarrée simplement sur ordre de leur chef, les États-Unis. Bon, les États-Unis quittent. Parce que personne n'accepte leur médiation. Personne n'accepte leur contrat, leur fameux contrat qu'ils prétendent avoir trop travaillé pour faire. Après avoir réellement travaillé pour créer la guerre. Les États-Unis s'en vont. Il reste sur l'échiquier qui? L'Ukraine qui va perdre, accompagnée de l'Union européenne qui va perdre et de la Russie qui va gagner. Et la reddition sera toujours négociée aux conditions de la Russie. Point. Donc, avec ou sans votre présence, c'est le même résultat. D'ailleurs, dépêchez-vous même de partir. Ce n'est que la présence des Américains qui prolonge cette guerre, on est d'accord. Là, il fait comme si le départ des Américains va déranger qui que ce soit. Au contraire, ça va même arranger un certain nombre de personnes. Vous n'avez qu'à bouger. Alors, à vous regarder, j'ai l'impression que pour la proposition réfléchie et équitable, vous avez quelques doutes. On va commencer par vous, Magali. Bien sûr, parce que quand on entend ce qu'il y a dans ce plan, on comprend bien que ce n'est pas en effet un document équitable. C'est une sorte de capitulation que l'on réclame à l'Ukraine. La Russie obtient à peu près tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire la reconnaissance par les États-Unis de son occupation de la Crimée, la reconnaissance de l'occupation de fait des oblasts qui sont revendiqués par les Russes, la levée des sanctions depuis 2014. C'était aussi ça ce qu'obtiendrait la Russie. Et en revanche, du côté ukrainien, c'est extrêmement flou. C'est-à-dire pouvoir traverser le Dniepr sans entrave, très bien. Mais c'est surtout... Ça veut dire quoi ? Les garanties de sécurité qui sont offertes à l'Ukraine, en fait, elles n'existent pas vraiment. C'est-à-dire qu'on parle des Européens, mais on ne comprend pas quel est le rôle véritable. Les Français et les Britanniques proposent une force au sol, et éventuellement. Mais il faudrait déjà avoir la garantie de la sécurité américaine pour ça, et la garantie que les Russes acceptent. Dans le document, on a l'impression qu'il n'est même pas question d'Européens, mais d'autres nationalités. Tout ça a été extrêmement flou. Or, ce que voulait l'Ukraine, c'était avant tout ça aussi, des garanties de sécurité solides, et elles ne le sont pas. C'est pour ça que d'ailleurs Zelensky, pour le moment, n'envoie, que le sommet de Londres est en train de capoter. Il sera à Londres avec nos envoyés spéciaux, mais c'est même plus un sommet, c'est peau de chagrin et il y a personne. J'ai l'impression que la dame qui a parlé là ne comprend pas la différence entre négocier la paix et négocier la capitulation. Ça n'a rien à voir. On négocie la paix généralement quand les deux camps, donc les deux camps qui se bataillent, ont encore une certaine force militaire politique et qu'aucun des deux ne peut encore clairement écraser l'autre de manière massive et définitive. C'est là qu'on négocie la paix. Parce qu'on ne veut pas plus de destruction. Ce n'est pas parce qu'on est en position de faiblesse, mais parce qu'on veut arrêter les massacres. On veut arrêter les destructions. C'est ça, négocier la paix. Le but, c'est de mettre fin aux hostilités par un compromis. Et chacun des partis va garder sa souveraineté. Par exemple, les accords de David en 1978 entre l'Égypte et Israël. Ça, c'est négocier la paix. Les accords d'Alger en 2000 entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ça, c'est négocier la paix. Par contre, on négocie une capitulation à quel moment? C'est quand il y a une des parties militaires qui est vaincue, clairement vaincue, et qui n'a plus les capacités militaires ou diplomatiques de pouvoir poursuivre. Une partie est tout simplement incapable de continuer la guerre. Et dans ce cas de figure, la partie perdante va simplement subir, on va dire ça comme ça, va simplement accepter les conditions imposées par le vainqueur. Ce n'est pas une négociation d'égal à égal. Pas du tout. Par exemple, la capitulation des nazis en 1945 ou encore la capitulation du Japon après les bombardements atomiques. Vous voyez la différence entre les deux? Donc quand cette dame arrive et dit oui, l'accord va se faire à la défaveur de l'Ukraine, mais bien sûr, l'Ukraine a perdu la guerre. L'Ukraine est en train de négocier une capitulation. Elle n'est pas en train de négocier la paix. Donc de facto, c'est normal que la Russie demande plus. C'est normal que l'Ukraine reçoive moins. Déjà que l'Ukraine démarre cette guerre se sachant désavantagée. Mais comme les dirigeants ukrainiens pensaient avoir la protection américaine pour toujours, ils se sont dit tiens, allons à la guerre, finissons tous nos fils et filles du territoire pour une guerre que nous-mêmes on ne comprend pas. Ils sont allés à la guerre, maintenant ils ont perdu. Et vous voulez que ce soit équitable, égal à égal, égal avec la personne qui a perdu. Et la personne qui perd même, c'est la personne qui démarre la guerre. Ça n'a aucun sens. On va continuer notre tour de table parce que quand on écoute le vice-président, il y a aussi le à prendre ou à laisser. C'est ça où on quitte la table des négociations, vous vous débrouillez. C'est plus notre problème. On entendra la porte-parole de la Maison-Blanche cette nuit également qui a dit que le président Trump, dans mes souvenirs, est fâché et lassé
par ce dossier. Frustré, voilà le mot exact. Le sale deal proposé par la Maison-Blanche, une sorte de testament avant de partir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des points complètement inacceptables qui ne seront pas acceptés par les Ukrainiens. Donc ce qui se dessine, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. S'il se retire, d'ailleurs c'est ce qu'a dit ce matin Volodymyr Zelensky, on entre dans une situation extrêmement dangereuse parce que ce serait quand même la fin du droit international. Ce qu'il demande notamment à l'Ukraine, autour notamment de la reconnaissance de jurés de la Crimée comme étant russe, c'est la fin du droit international. C'est le triomphe de la jungle, c'est la loi du plus fort. Donc ça promet des moments sombres parce qu'en vrai, dans ce projet, encore une fois, inacceptable pour l'Ukraine, il n'y a rien sur les garanties de sécurité. En gros, les États-Unis ne feraient rien sauf d'engranger des bénéfices d'un point de vue énergétique ou sur les minerais. Donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc a priori, ce plan risque d'être refusé, si je ne voudrais pas m'avancer. Et après, encore une fois, c'est aux Européens de montrer de la force. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les États-Unis ne sont plus une puissance, en réalité, quand ils nous disent ça. Parce qu'une puissance, c'est pas juste des tarifs et de faire du business, c'est aussi faire régner le droit international. Alors, bizarrement, elle se contredit elle-même. Je vous explique en quoi. Bon, déjà, 3 points sur lesquels on travaille. Le premier point, c'est si jamais l'Ukraine refuse, c'est quoi la suite? Le deuxième point, c'est cette affaire de force-là, le droit international. Et le troisième point, c'est ce qu'elle vient de dire, que les États-Unis ne sont plus une force. Ok, on commence par le premier point. Si l'Ukraine refuse et que les États-Unis lâchent, le résultat sera pire que s'ils acceptent sur les conditions actuelles. Ce n'est même pas impossible qu'à terme, ce soit tout l'Ukraine qui se fasse absorber dans cette guerre. Point. L'Ukraine deviendra peut-être tout simplement un État fédéral de Russie. Aussi simple que ça. Là-bas, il y aura un gouverneur. Donc, l'Ukraine n'est vraiment pas en position de force là maintenant de pouvoir se priver ou de se passer de l'aide américaine. Elle ne peut pas juste dire on refuse, allez-vous-en et vous vous arrêtez là. Parce que même avec la force et le soutien des Européens, ils n'iront pas beaucoup plus loin que là où ils sont déjà. Le refus de l'Ukraine va immédiatement entraîner sa défaite totale. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne refusent pas. Ils essaient de contourner, gagner du temps, négocier, contourner, gagner du temps, négocier, etc. C'est ce que le gouvernement ukrainien fait depuis janvier, depuis le début de la mise sous pression de toute cette affaire. Donc ça, c'est déjà ce qu'elle doit comprendre. Ensuite, elle parle de force. C'est ça, non? La force. Il faut faire respecter le droit international. Et ne pas respecter le droit international, c'est très grave. J'aimerais lui faire comprendre ou lui faire un rappel mémoire en expliquant que depuis que le monde est dirigé par l'Occident, la seule chose qui compte, c'est la force. La seule chose qui compte, je répète, c'est la force. Depuis que le monde est dirigé par l'Occident, rien d'autre n'a d'importance. Rien d'autre n'a de valeur. Rien d'autre ne compte. Le droit international que vous brandissez là, c'est seulement pour les faibles. Le droit international que vous brandissez, c'est une arme utilisée par les mêmes pays occidentaux quand ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser la force. Sinon, pratiquement tout ce que l'Occident obtient, c'est par la force, la subversion, les menaces, les attaques. Le droit international ne compte pas quand eux, ils veulent prendre des choses. Mais là maintenant, après avoir déclenché une guerre de proxy, vous êtes sur le point de perdre. C'est là que vous venez taper la poitrine en parlant du droit international. À qui? Vous pensez faire ça à qui? À la Russie, qui a déjà compris vos jeux de long en large, avec un président, Poutine, qui a fait comprendre qu'ils sont déjà vaccinés des méthodes de l'Occident. Vous pensez faire ça à qui? Plus personne ne croit à vos affaires de droit international là, même pas ceux sur le plateau. Maintenant, on revient à sa propre contradiction. Elle dit que si les États-Unis agissent comme ils ont prévu d'agir là, en se retirant tout simplement de la table et en profitant des ressources qu'ils pourraient avoir avec les accords avec la Russie, c'est-à-dire ils vont là-bas pour faire du business, ça veut dire que les États-Unis ne sont plus une puissance. Les États-Unis ne font plus respecter le droit international. Mais comment est-ce que les États-Unis sont censés faire respecter le droit international encore en utilisant la force? Donc elle se contredit. En fait, ce qu'elle veut nous faire comprendre, c'est on doit utiliser la force quand ça nous arrange et on doit invoquer le droit international quand ça ne nous arrange pas. Aussi simple que ça. Parce que si les militaires américains débarquent en Ukraine, ils vont dire que c'est en toute légitimité. Alors que si les militaires chinois ou nord-coréens débarquent en Russie, ils vont dire que ça ne respecte pas le droit international. Vous voyez leur double standard, leur façon de jouer. C'est pour ça qu'on ne doit pas obéir à leurs règles. On doit créer nos propres règles et jouer en parallèle. Qu'ils fassent leur jeu là-bas, on fait notre jeu de notre côté. Et ce qui crée le plus de pertinence gagne. Point.
Alors, sans dévoiler ce que pensent les Ukrainiens, on va retrouver dans un instant Marianne Kotonov et Éric José, peut-être un petit élément important de l'état d'esprit de Kiev aujourd'hui par la parole de Volodymyr Zelensky. Il n'avait pas eu encore la totalité du plan américain en main, mais écoutez déjà ce qu'il disait. L'Ukraine ne reconnaît pas légalement l'occupation de la Crimée. Il n'y a rien à dire. Cela va au-delà de notre constitution. Il s'agit de notre territoire, le territoire du peuple ukrainien. Dès que nous commençons à parler de la Crimée, de nos territoires souverains, nous entrons dans un cadre voulu par la Russie, qui consiste à faire durer la guerre. Parce qu'il ne sera pas possible de se mettre d'accord rapidement sur tout. Il me semble, Zelensky, que depuis le début de cette guerre, déjà c'est vous qui la voulez, c'est vous qui l'engagez, c'est vous qui annulez tous les accords de paix, et c'est vous qui prétendez que la Russie ne veut pas arrêter la guerre. C'est quand même cocasse cette manière systématique que ces gars ont d'accuser les autres de ce qu'ils font. Je ne sais pas. Ils ne s'arrêtent jamais. Ça ne s'arrête jamais. Ils le font et encore, et encore, et encore, et encore. Minsk 1 qui brise les accords. Minsk 2 qui brise les accords. L'accord du début de la guerre qui a fait en sorte de reculer les militaires russes qui étaient déjà aux portes de Kiev, qui a empêché que ça n'arrive. Alors que la Russie était toute disposée à signer. La Russie était toute disposée à stopper cette guerre le plus vite possible. Et maintenant là, en déclaration télé, le gars s'assoit et affirme que c'est la Russie qui veut prolonger la guerre, qui établit des stratégies depuis février 2022 pour que cette guerre se prolonge. Si ce n'est l'Ukraine, bien évidemment, accompagnée des pays occidentaux. Qui? Mais maintenant, c'est lui qui accuse la Russie. Mais pourquoi vous voulez faire comme si les gens n'ont pas suivi cette affaire depuis le début? Mais pourquoi vous voulez faire comme si les gens ignorent les tenants de cette guerre? Pourquoi vous voulez faire comme s'il n'y a pas eu des révélations en pleine guerre sur comment ou pourquoi est-ce que les choses sont en train d'arriver telles qu'elles sont? C'est-à-dire, ils fatiguent. Constamment en train de mentir, on ne comprend pas pourquoi. Constamment. Marianne, vous êtes avec nous depuis Kiev. Je salue également Éric José qui est à vos côtés. Sans être grand clerc, je suppose que le sentiment du président Zelensky est largement partagé autour de vous, notamment après ces dernières déclarations, on les a entendues, du vice-président américain. Ah ben la pilule est difficile à avaler, hein, c'est sûr. Là, ce que proposent en fait les Américains, c'est tout simplement une capitulation. Et ici, on nous le répète depuis que nous sommes arrivés. Ça fait 3 semaines. On a pu parler avec des civils. Nous sommes allés dans la région de Zaporijia, de Kherson, à Kiev, et partout, que ce soit civils, militaires ou même des administrateurs, nous disent c'est une ligne rouge. Déjà parce que effectivement, la Crimée n'a jamais été russe. La Crimée est occupée illégalement. Ce sont des Ukrainiens qui y vivent. Donc, si la communauté internationale reconnaît la Crimée comme russe, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça veut dire que n'importe qui, après, pourra envahir un territoire qui n'est pas à lui et décréter que, ça y est, ce territoire est à lui. Alors, voici ce que dans l'accord proposé par les États-Unis, il y a ce qu'obtient la Russie. La reconnaissance du contrôle russe en Crimée. Donc, la Russie garde la Crimée. La reconnaissance de l'occupation russe dans le Luhansk. La promesse de ne pas adhérer à l'OTAN. La promesse que l'Ukraine doit faire de ne jamais adhérer à l'OTAN, je précise. La levée des sanctions et une coopération économique renforcée entre la Russie et les Américains. Bon, déjà dans cette proposition, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui en réalité ne sont pas dans l'intérêt de la Russie d'accepter pour pouvoir signer ce contrat. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler de l'Ukraine qui ne va pas accepter X ou Y chose, mais en fait, c'est la Russie qui ne va pas accepter ça. La reconnaissance du contrôle russe en Crimée est déjà actée. Pour les Russes, la Crimée, c'est la Russie, point. Ça veut dire que désormais, la Crimée, ils protègent ça comme un territoire national, point. Donc, les États-Unis n'ont absolument rien à redire sur la Crimée. Ils n'ont absolument rien à redire sur le Luhansk, parce que c'est la même chose. C'est le même principe qu'en Crimée. Donc, le fait que l'Ukraine ne doive pas adhérer à l'OTAN, ça, ils le demandent depuis. La levée des sanctions, bien évidemment. Une coopération renforcée entre la Russie et les Américains, encore que. Ils ont démontré qu'ils n'en ont pas tant besoin que ça. Ce sera un plus pour leur économie, certainement, mais ils n'en ont pas tant besoin que ça. Donc, ça veut dire là, en fait, que, concrètement, les États-Unis proposent à la Russie ce que la Russie de toute façon aura déjà. Vu que si cette guerre se termine, l'Ukraine ne va pas adhérer à l'OTAN. Si la guerre se termine, qu'il lève les sanctions ou qu'il ne lève pas les sanctions, la Russie s'en sort déjà. Donc depuis tout à l'heure, on est en train de parler de l'Ukraine. Mais cet accord-là, je ne pense pas que la Russie va accepter, parce qu'elle ne propose rien de plus concrètement. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de garantie de sécurité. Il n'y a aucune garantie. On n'a pas parlé de garantie qu'après les hostilités ne vont pas reprendre. Je doute très fort que la Russie accepte ça. Factuellement, rien ne change de la proposition qui
qui avait été publié le mois dernier. Absolument rien. Et la proposition là avait déjà été refusée. Le ministre des Affaires étrangères russe avait fait comprendre que c'était une moquerie. Je vois les mêmes conditions là. Ils vont toujours dire la même chose, c'est une moquerie. Il n'y a aucune garantie placée nulle part. Et puis aussi, il y a cette inquiétude de se dire, bon, très bien, on gèle la ligne de front, les territoires occupés pour le moment restent occupés, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Après, dans quelques années, dans quelques mois, peut-être même, eh bien, Vladimir Poutine, va dire, eh bien, ces territoires, puisqu'on les occupe, ils sont à nous. Et ça, encore une fois, c'est une ligne rouge que ne franchira pas l'Ukraine. Ils nous disent, ces territoires sont ukrainiens, ces gens sont ukrainiens. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Puis même, vous le voyez bien, même au niveau d'une élection présidentielle, quelqu'un nous a dit pendant notre séjour, mais comment faire des élections présidentielles en sachant que 20% de notre territoire est occupé et qu'il y a des Ukrainiens qui normalement devraient voter pour l'Ukraine et qui ne pourront pas le faire. Donc ici, vous utilisez les 80% restants. Quand vous démarriez la guerre, vous pensiez à quoi ? c'est vrai qu'on devrait voter pour l'Ukraine et qu'ils ne pourront pas le faire. Donc ici, c'est vrai que c'est quelque chose d'inacceptable, que ce soit pour les civils, pour les militaires, pour l'administration. C'est juste quelque chose qu'on ne pourra pas faire. Donc, Et encore que quand vous mettez les civils là, je ne suis pas sûr que vous devriez parler en leur nom. Je suis convaincu que les civils ont une toute autre opinion qui n'a très probablement rien à voir avec ce que vous affirmez. Je serais très étonnée, évidemment, que l'Ukraine puisse adhérer à ce plan de paix, entre guillemets, parce qu'on appelle ici ça, ce plan de paix russe, en fait, c'est-à-dire que les Russes occupent et puis ils imposent, en fait, leurs lois dans les pays, dans les territoires, occupés. Donc, ici, c'est un niet catégorique, on ne fera pas ça. Merci Marianne, merci à Eric qui vous accompagne, ou alors on pourrait appeler ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, le plan de la capitulation. Voilà. Enfin, quelqu'un qui prononce le bon mot. Depuis tout à l'heure, tout le monde ne fait que dire plan de paix, plan de paix, plan de paix. Ça, c'est l'habillage politique. Parce qu'en réalité, c'est le plan de capitulation, projet de capitulation, accord de capitulation. Voilà, vraiment. Enfin, quelqu'un qui prononce le mot juste. Ça fait beaucoup et on a envie de dire tout ça pour ça. Il y a l'Ukraine, il y a la Russie, il y a les Ukrainiens, il y a peut-être aussi tout simplement en évidence l'incapacité des Américains à régler un vrai problème sur la planète. Peut-être quand même un mot de prudence pour dire que les fuites dans la presse ne sont peut-être pas totalement conformes au document original. Le rôle des fuites, c'est aussi de susciter le débat, de tester des hypothèses. Donc, je dirais, la prudence diplomatique doit quand même être de rigueur. Il faut espérer que l'administration américaine a un autre document, a un autre plan que celui qui a été fuité par le site Axios. Ça, c'est juste le premier élément. Deuxième élément, si les Américains, si les États-Unis de Donald Trump voulaient effectivement quitter la table, ils ne s'y prendraient pas autrement. Voilà, ils soumettraient une proposition de ce type qui susciterait la contestation des deux côtés parce qu'à un moment donné, ne serait-ce que pour la forme, Vladimir Poutine va sans doute faire savoir que ça ne lui convient pas non plus tout à fait. Et à ce moment-là, les Américains pourront dire on se retire, et on se retire à cause de qui ? Et ça, c'est ce qui, moi, depuis le début, me fait peur dans cette phase du processus. On se retire à cause des Européens qui ont incité l'Ukraine à ne pas accepter un deal parfait qu'elle aurait dû accepter. Est-ce que ça alors faux quelque part ? Il a totalement raison. D'ailleurs, si c'est même son plan, c'est très bien pensé. Étant donné qu'actuellement, l'Union européenne est en train de tout faire pour forcer Zelensky à continuer, le fait que les États-Unis se retirent, pour eux, c'est tout bénef. Ils vont dire, bon, ok, ouf, ça c'est lâché, démerdez-vous maintenant avec. Parce que quand vous allez être franchement coincés, ils pourront une nouvelle fois arriver en ayant encore plus de cartes en main pour pouvoir tous vous soumettre d'un coup. Et il aura toujours gagné à la fin. Vous faites comme si vous ne connaissez pas vos propres stratégies. Mais étudiez votre histoire. La version vraie, hein. Comme vous avez toujours cette habitude-là d'étudier ou de raconter une version tronquée de votre propre histoire. C'est une méthode qui a déjà été utilisée plusieurs fois. La stratégie qui consiste à laisser deux nations ou deux blocs s'entre-bagarrer, ils s'affaiblissent comme ça pour ensuite venir se présenter comme le sauveur, celui qui a toutes les solutions et j'en passe. C'est pas la première fois qu'ils l'utilisent. C'est courant dans leur méthode de fonctionnement de guerre. Les États-Unis, durant la première guerre tribale en Europe, les Américains se sont d'abord présentés comme officiellement neutres, non ? Ils ont massivement vendu les armes aux deux camps, ce qui a fait exploser leur industrie. Ça n'a jamais été aussi florissant. Ils ont eu des bénéfices
terrible. Et maintenant, à quel moment est-ce qu'ils entrent dans la guerre? Quand ils se rendent compte qu'il y a un camp qui est déjà affaibli, ils entrent dans la guerre du côté du camp qui a un peu l'avantage, mais la pression sur le camp affaibli, quand le camp affaibli perd, ils disent voilà, on est venu vous sauver, donc on mérite vos louanges. Donc maintenant, les États-Unis se présentent comme les sauveurs de la démocratie. Si c'était l'Allemagne qui avait l'avantage, ils allaient se mettre du côté allemand, hein, et ils allaient se présenter par la suite comme étant les sauveurs de la dictature. Et donc, comme ils ont sauvé les alliés, ils se sont présentés comme étant les défenseurs de la démocratie, de la liberté et blablabla. Puis, ils étaient présents, des acteurs majeurs, durant les négociations du traité de Versailles. Ils sont devenus une puissance mondiale majeure et l'Europe a été affaiblie et ruinée. Donc, qui a réellement gagné de cette guerre? Les Américains. Durant la deuxième guerre tribale en Europe, ils ont fait exactement la même stratégie. Ils finançaient tout le monde, en fait la même chose. Ils ont attendu. Dès qu'un était déjà un peu affaibli, ils ont frappé. C'est-à-dire que les guerres les plus essentielles, les batailles les plus intenses ont été gagnées par les Russes, mais eux, ils viennent prétendre, du moins l'URSS à l'époque, mais ce sont les Américains qui viennent prétendre avoir gagné la guerre. Pendant que l'URSS avait déjà fini d'affaiblir toutes les grosses positions du côté allemand, du moins du côté de l'Axe, c'est ça, non, de l'Axe. J'ai dit que la même stratégie, le Royaume-Uni a aussi utilisé cette stratégie pendant les guerres napoléoniennes. La stratégie, c'était de financer les autres pour pouvoir s'éviter l'usure. L'Empire britannique ne veut pas affronter Napoléon seul. Donc sa tactique, c'est de financer une coalition européenne composée des Russes, des Prusses et des Autrichiens pour qu'elle attaque Napoléon à sa place. Il voulait aussi éviter un grand affrontement terrestre parce qu'il préfère l'action navale, étant donné qu'à l'époque, vraiment, la flotte anglaise était la flotte la plus puissante du monde. Maintenant, vu qu'ils ont envoyé d'autres se battre à leur place, ils ont observé les victoires et les défaites, et quand Napoléon était affaibli, notamment après la campagne de Russie, ils sont arrivés, bam, c'est là qu'ils entrent dans la guerre. Ils font comme s'ils étaient là depuis le début, alors que pas du tout. Donc quand Napoléon est sur la pente descendante, le Royaume-Uni fait son jeu continental là. Et résultat, c'est qu'il sort de la guerre en étant très peu touché par la guerre en elle-même, gagne en influence mondiale et devient l'empire le plus puissant du 19e siècle. Et la France elle-même aussi a déjà utilisé cette stratégie pendant la guerre de succession d'Espagne, en début 1700, là, 1701-1714. La même chose que d'habitude, les grandes puissances d'Europe sont en train de se taper sur la gueule. Genre la France, l'Autriche, l'Angleterre et la province unie. Ils se disputent le trône d'Espagne. C'était quoi la tactique française? Louis XIV soutient son petit-fils, qui s'appelle Philippe, contre l'archiduc d'Autriche. Les autres puissances s'affrontent entre elles. La guerre dure plus de 10 ans. Et résultat, à la fin, qu'est-ce qui se passe? L'Europe est épuisée. La France finit par imposer un Bourbon sur le trône de l'Espagne, tout en acceptant un ensemble de conditions. La France étend donc comme ça son influence sur l'Espagne, malgré les difficultés internes. Ça veut dire que le grand gagnant ou la grande gagnante de cette guerre, c'était la France. C'était les Français, en utilisant la même stratégie que ce monsieur est en train de vouloir reprocher que Trump utilise. Alors que s'ils lisaient un tant soit peu leur méthode guerrière, ils comprendront que la stratégie américaine là, ça a déjà été utilisé à maintes reprises. D'ailleurs, c'est même une stratégie très bien pensée factuellement. Ça, c'est le grand risque du moment. Après, sur la Crimée, franchement, n'oublions pas ce qu'a été la réaction de la communauté internationale en 2014. Quand Vladimir Poutine l'a envahi, silence radio. Tout le monde l'a accepté. Donc aujourd'hui... Et l'administration Biden a été plutôt silencieuse sur la question. Aujourd'hui, c'est quand même un peu facile que les Ukrainiens le refusent. Ils sont absolument dans le rôle et la logique est de leur côté, non seulement la légitimité du droit est de leur côté, mais la communauté internationale avait de facto, en 2014, acté le rattachement de la Crimée à la Russie. Ne nous trompons pas de mots et nous ne refusons pas une virginité occidentale à peu de frais. Je note d'ailleurs que dans, Thomas, le plan américain, Washington demande la levée des sanctions sur la Russie depuis 2014. C'est quand même dingue. Vous en pensez quoi, vous qui êtes allé de très nombreuses fois sur le terrain? D'ailleurs, j'ai même une question. Admettons un peu que cet accord soit validé. Scénario hypothétique. Donc, les États-Unis lèvent les sanctions depuis 2014. On a plus de 10 ans de sanctions. Est-ce que les Européens vont suivre? Ou alors ils vont maintenir leurs sanctions parce qu'ils sont en désaccord avec leurs maîtres américains? C'est une question qu'on peut se poser. Je doute qu'ils désobéissent, mais ce n'est pas impossible. Et là, ce serait intéressant de voir comment est-ce que les dynamiques de friction vont être gérées. Très, très intéressant. Peut-être pour la première fois, on verra les Américains aux côtés des Russes contre les Européens. Scénario tellement improbable que ce serait trop intéressant à observer. Vous connaissez bien
et la Russie et également l'Ukraine. Proposer de la part des Américains l'inacceptable, c'est la meilleure façon, comme vous le disiez, de sortir du game ? Ce qui est présenté ces dernières heures, via des sources de presse, vous avez raison de le préciser, c'est un plan de paix. Qui y croit à ce plan ? Une petite indication. Ce matin, les marchés russes sont en chute libre. Ce matin, le rouble est en chute libre. Ce qui veut dire que même en Russie, on ne croit pas à ce plan de paix, on ne croit pas qu'il puisse aboutir, parce que c'est ça l'idée d'un plan de paix. D'abord, effectivement, ce sont des infos de presse. C'est peut-être un ballon d'essai. Ça, vous avez raison de le mentionner. Mais quand vous écoutez J.D. Vance, on l'a passé, il dit pas vraiment le contraire. Il dit la position de son administration. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas beaucoup varié depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est la position américaine sur ce que devrait être à la Maison-Blanche, c'est la position américaine sur ce que devrait être un accord de paix entre Russes et entre Ukrainiens. Les Américains ont toujours dit, les Russes sont en position de force, et donc cet accord de paix, si accord de paix il y avait, leur serait favorable. Deux choses qu'il faut noter. Avant de le laisser poursuivre, je ne comprends pas le lien entre la potentielle baisse de la valeur du rouble, parce que là, il dit que ça chute comme si ça avait perdu énormément de valeur. Peut-être que c'est simplement descendu, comme il y a des fluctuations en permanence. Au cours d'une journée, les fluctuations peuvent monter et descendre. Okay? Donc, je ne vois pas le lien qu'il fait entre cette baisse de la valeur du rouble et les accords. Si vous avez une explication, je suis preneur. Vraiment, parce que je ne comprends pas le lien qu'il fait entre les deux. Et encore, dans une certaine mesure, ça peut s'expliquer. Mais là, il fait comprendre que même en Russie, on n'y croit pas. Bien sûr qu'en Russie, on n'y croit pas. Mais où est le lien entre ça et la baisse de la valeur du rouble? Pourquoi est-ce que le fait que les Russes n'y croient pas fait baisser leur monnaie? C'est ce que je veux comprendre, en fait. Noter. Est-ce que c'est du bluff, l'accord de paix il y avait, leur serait favorable? Deux choses qu'il faut noter. Est-ce que c'est du bluff, encore une fois, de la part de l'administration américaine et de la part de Donald Trump? Je vais paraphraser Justin Trudeau, le ex-premier ministre canadien, qui, lorsqu'on lui demandait de réagir sur les dernières déclarations de Donald Trump après son arrivée à la Maison-Blanche, a eu ce mot, c'était un jeudi, il a dit « jeudi ». Voilà, pour dire que, en fait, chaque jour, Donald Trump prend le contre-pied de ce qu'il a dit la veille. Enfin, ça c'est la question qu'il faut qu'on se pose tous collectivement. Si ce n'est pas un coup de bluff, si véritablement c'est un volte-face et que les Américains veulent imposer cet accord de paix, ou je ne sais pas comment on peut nommer ces propositions aux Ukrainiens, un, cette guerre va se poursuivre, et deux, il va falloir que l'Europe accélère encore une fois, parce que les Ukrainiens ne tiendront pas très longtemps face à l'armée russe. Alors l'Europe qui accélère peut-être, on sera tout à l'heure à Londres, il y avait un rendez-vous après celui de Paris cette semaine, c'est un échec patenté, Magali. Quelle image donnons-nous ? Il n'y a pas d'Américains, il n'y a absolument personne autour de la table, et le communiqué ce matin, tout cela se passera à un niveau subalterne. Alors, ça plus ça commence à faire beaucoup. Ce rendez-vous à Londres, c'était la suite évidemment du sommet des rencontres de Paris la semaine dernière, où là on avait vu Marco Rubio, de la claque prise par les Européens, par les Américains. Mais du côté de français, on voulait quand même y voir l'occasion de remettre les Européens autour de la table des négociations. Et c'est vrai que là, c'est une vraie douche froide, parce que Marco Rubio, Witkoff n'y sont pas. Il y a seulement le général Kellogg, j'ai envie de dire. Mais Kellogg, depuis le il était début, sorti du jeu, on le remet. Oui, voilà, il était déjà sur le strapontin quand même. Il n'était pas sur la photo de famille dans le bureau ovale. C'est pas le négociateur qui compte. Le vrai négociateur, c'est Witkoff de toute manière. Et Witkoff, il ne se rend pas à Londres, il se rend à Moscou cette semaine. Ce sera la 4e fois qu'il verra Vladimir Poutine. Personne n'a vu autant le président russe. Enfin, je sais pas, je vous pose la question. C'est pour ça qu'il y a cette, en si peu de temps, en 3 mois, voire 4 fois Poutine, c'est quand même une vraie performance. Ça veut surtout dire que le message est clair. C'est vous qui ne voulez pas comprendre, ou vous faites semblant de ne pas comprendre. Et ça montre bien à quel point, juste les indiscrétions qui sortent dans la presse sur ce plan, on a l'impression d'un plan évidemment dicté il y a un plan de fuite par la Russie. Autant qu'un plan de paix. Mais l'idée, c'est quand même de continuer la guerre derrière. C'est-à-dire que les Russes, en proposant ça, savent très bien que c'est inacceptable pour l'Ukraine. Donc, ils vont pousser, mais les Ukrainiens vont devoir continuer, mais sans l'aide américaine. C'est ça qui leur Une petite chose très rapide qu'il faut garder à l'esprit. Demain, jeudi, à Washington, doit être signé l'accord sur les terres rares entre les États-Unis et l'Ukraine. Voilà, une fois qu'on a dit ça et qu'on observe ce qui sort dans la presse, c'est peut-être aussi un moyen
pour les Américains de mettre une pression supplémentaire sur les Ukrainiens. Oui. D'ajouter surtout que les Américains ont peut-être un schéma de promotion immobilière en tête, de quoi acquérir encore plus de richesses sur une thématique America First, mais ça n'arrêtera pas la guerre. Tant qu'ils ne mettront pas de force, de pression sur le Kremlin, la guerre continuera. Donc et s'ils ne voulaient pas, vous vous êtes pas posé la question ? Si cette administration-là, je ne vais pas parler des Américains, ne voulait pas, on pourrait peut-être se poser la question. Ne le voulait pas. En tout cas, ça y ressemble fortement quand même. Hein. C'est compliqué de savoir ce qu'ils ont en tête. Il est possible qu'on soit au cœur du cynisme, mais il ne faut pas sous-estimer la vanité aussi de certains personnages de cette administration et de leur irénie, de leur hubris, de vouloir croire qu'ils peuvent encore imposer des choses au Kremlin. Et je pense que ça joue aussi dans l'équation. Ce qui est certain par rapport à la réunion de Londres qui va se transformer en réunion des conseillers, des Sherpas, on pourrait dire, c'est que les Américains ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'un processus qui serait un processus un peu multilatéral, c'est-à-dire qui inclurait à chaque étape les Européens et les Ukrainiens. Ils n'en veulent pas depuis le début. Donc il y a eu cet épisode de Paris que les médias français, pardonnez-moi de prendre un peu de recul européen, ont décrit comme une victoire diplomatique de la France. C'est vrai que ça s'est passé à Paris et c'est important. Ça a consacré le rôle d'Emmanuel Macron. Mais ce qui s'est dit durant cette réunion, on n'en sait toujours rien. Et le ton de cette réunion, on n'en sait toujours rien non plus. Non, on n'en sait rien. Ça n'a pas été communiqué. Non, on n'a pas eu, par exemple, des détails aussi précis que ce que sort le site Axios à propos du plan de paix américain. Effectivement, le monsieur, il a raison. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'autre veut nier. Donc ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, de toute manière, veulent un deal direct avec Poutine, avalisé par l'Ukraine. C'est ça le scénario que depuis le début, Donald Trump a en tête. Donc voilà, ils arrivent quand même de temps en temps à admettre quelques éléments, même comme c'est toujours très difficile pour eux de comprendre un certain nombre d'enjeux. En tout cas, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.